Bien, bonjour à toutes et à tous. J'ouvre cette séance du Conseil municipal et je laisse la parole à notre DGS pour procéder à l'appel, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vais procéder à l'appel. Monsieur Ludovic Pajot. Madame Sandrine Prudhomme. Monsieur Jean-Pierre Peugeot. Madame Émilie Baumard. Monsieur Fabrice Mazel. Madame Lisiane Berroyer. Monsieur Bruno Roussel. Madame Lydie Surel. Monsieur Robert Mille. Madame Laurie Tourbier-Ouzio. Monsieur Henri Lézarec. Madame Marie-Thérèse Vandenbuch. Monsieur Jean-Marie Legru. Madame Chantal Frémaux. Monsieur Thierry Frappé a donné pouvoir à Monsieur Ludovic Pajot. Madame Suzanne Georges. Madame Chantal Godel-Carouge. Monsieur Éric Machrovitch. Monsieur Arnaud Gameau. Madame Peggy Lézarec. Madame Maggie von Bellingen. Monsieur Julien Escalbert. Monsieur Jérémy Desgréaux. Madame Élodie Le Cabegin a donné pouvoir à Monsieur Robert Mille. Madame Caroline Biegonski a donné pouvoir à Monsieur Jean-Pierre Pruvot. Monsieur Thibaut Mayol. Monsieur Philippe Boyaval. Pardon. Monsieur Philippe Prudhomme. Absent. Monsieur Patrick Tourtois. Absent. Madame Marlène Ziguero-Rotard, excusée. Madame Sabine Kovacic, excusée. Madame Anne Budinec, absente. Madame Chloé Houillet, absente. Monsieur Arnaud Vandérag, excusé. Monsieur Guy Gilbert, absent. Excusé. Bien, merci beaucoup. Premier point, désignation du secrétaire de séance, Monsieur Thibaut Mayol. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Ensuite, vous avez reçu le procès-verbal du dernier conseil municipal. Il n'y a pas d'observation sur ce dernier procès-verbal? Non, je peux considérer qu'il est adopté. Merci beaucoup. Premier point à l'ordre du jour, rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes Hauts-de-France sur l'examen des comptes et de la gestion de la commune de Bois-la-Bussière concernant les exercices 2018 et suivants. Très chers collègues, l'ordre du jour de la séance donc appelle la présentation de ce rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes Hauts-de-France relatif au contrôle des comptes et la gestion financière de la commune de Bois-la-Bussière sur les exercices 2018 et suivants. Conformément à la législation en vigueur, le débat sur ce rapport doit être inscrit à l'ordre du jour de la séance de l'organe délibérant la plus proche de sa communication à l'ordonnateur de la collectivité territoriale. De fait, le rapport vous a été communiqué avec la convocation et inscrit à l'ordre du jour de ce conseil municipal. La loi prévoyant un débat en conseil municipal, il me semble important de procéder à une présentation rapide de ce rapport avant d'ouvrir le débat. Je tiens à rappeler qu'à l'issue de ce débat, ce rapport sera communicable et publié dans les prochains jours sur le site de la Chambre régionale des comptes Hauts-de-France. Comme mentionné dans la note de synthèse, aucune réponse écrite n'a été apportée par aucun des deux ordonnateurs ni par le président du CIVOM de la communauté du Bruisy, CIVOM qui est cité dans ce rapport à de très nombreuses reprises. J'aimerais, mes chers collègues, rappeler que le dernier rapport sur les exercices 2012 à 2017 inclus relevait notamment dans sa note de synthèse, je cite, que la situation financière de la commune de Bois-la-Bussière apparaît fragile, compte tenu de l'augmentation de ses charges et du faible dynamisme de ses ressources propres tirées de la fiscalité et de l'exploitation de ses services. Son épargne sera en l'état, insuffisante à financer les échéances futures de remboursement du capital de sa dette actuelle. Malgré la stabilité des effectifs et le recours important aux emplois aidés, les dépenses de personnel augmentent, notamment sous l'effet d'une politique d'avancement et de promotion avantageuse. Par ailleurs, la commune emploie un nombre de collaborateurs de cabinet qui dépasse le plafond autorisé. L'affectation d'emplois de secrétariat et de moyens matériels auprès d'élus municipaux titulaires d'un autre mandat local électif a été réalisée dans des conditions pouvant entretenir une confusion entre les différents mandats.
Les relations que la commune entretient avec le tissu associatif local, et en particulier avec l'Office de la jeunesse, traduisent un faible contrôle de l'usage des fonds attribués. Enfin, et depuis le précédent rapport de la Chambre, la commune n'a pas amélioré la qualité de la programmation de ses investissements. L'absence de suivi budgétaire rigoureux des opérations les plus importantes se traduit notamment par un manque de sincérité des restes à réaliser. Ce précédent rapport avait donné lieu à 7 rappels au droit concernant la régularité, ainsi que 6 recommandations concernant la performance. Chose étant dite, chers collègues, avant de passer à une présentation sommaire des différentes parties, permettez-moi de lire la synthèse de ce rapport sur les exercices 2018 et suivants. Membre de la communauté d'agglomération de Béthune-Breuil-Artois-Lys-Romanne et au cœur du bassin minier, la commune de Breuil-la-Bussière compte 22 270 habitants et s'appuie sur un budget de fonctionnement de 33,5 millions d'euros en 2021. Disposant d'indicateurs socio-économiques peu favorables, elle bénéficie de plusieurs politiques publiques d'accompagnement. Nouveau programme national de renouvellement urbain, dit NPNRU, Action Cœur de Ville, engagement pour le renouveau du bassin minier. En 2021, la commune a entrepris un travail important de clarification, régularisation et modification des attributions de la commune associée de La Bussière, puis de changement du statut en commune déléguée. Elle a par ailleurs procédé à la démutualisation des services fonctionnels qu'elle partageait depuis 2010 avec le CIVOM du Bruésy. Situation non régulière relevée par la Chambre dans son dernier rapport d'observation. Cette dernière opération n'a pas conduit, à ce stade, à une évolution défavorable de la masse salariale. La collectivité adhère à l'ensemble des compétences exercées par ce CIVOM et en est le principal contributeur. Elle a entamé un travail de clarification de ces dernières transférées, tant sur le plan juridique que sur la consistance des prestations rendues par le syndicat. Elle a créé en 2021 un service de police municipale tourné vers la proximité, l'intervention et la répression de la délinquance. Composé aujourd'hui de 14 policiers municipaux, tous équipés d'armes de poing et de caméras piétons, il s'appuie sur un réseau d'une centaine de caméras de vidéoprotection installées progressivement depuis 2020 et dont les images seront envoyées vers un centre de supervision urbain installé dans l'hôtel de police municipale. La création de ce service a contribué à une légère hausse de la masse salariale qui atteint en 2021 les valeurs de 2019. La police municipale est désormais arrivée à maturité en nombre de policiers municipaux et les investissements nécessaires à la montée en puissance rapide ont désormais été réalisés. La situation financière de la commune s'est améliorée depuis 2018 grâce à la baisse des charges de gestion, moins 1% en moyenne annuelle, et la hausse des produits de gestion, plus 1,3%. La capacité d'autofinancement brut est ainsi en progression, passant de 3,17 millions d'euros à 5,64 millions d'euros. Combinée à la diminution de la dette, elle a amélioré la capacité de désendettement sur la période. Le maintien à l'avenir d'une situation financière satisfaisante dépendra de la maîtrise des charges de fonctionnement afin de conserver un endettement soutenable tout en continuant à investir. Des marges de manœuvre existent, mais sont limitées du fait notamment de la rigidité des charges de personnel. L'élaboration d'un plan pluriannuel d'investissement comme véritable outil de prospective financière contribuera utilement au maintien des équilibres financiers. Ce rapport donne lieu à un rappel au droit sur une régularité non mise en œuvre par la gauche locale. J'y reviendrai plus tard, mais il s'agit d'une loi votée en 2015 sous François Hollande et dont l'entrée en vigueur était prévue en 2019 pour justement permettre aux collectivités de mener les transformations nécessaires. Quelle ne fut pas ma surprise en juillet 2020 de m'apercevoir que les politiques n'avaient pas priorisé la mise en place de cette modification législative. Dont acte. À la fin de ce premier semestre, et comme mentionné dans ce rapport, la commune devrait être en mesure de régler ce sujet, soit 3 ans après notre arrivée, 3 ans justement prévus par le législateur. Puis nous avons 4 recommandations dont certaines sont anciennes et j'y reviendrai dans le détail.
Premièrement, comme vous avez pu le constater, un long passage est consacré à notre commune, qui reste une commune fusionnée et non une commune nouvelle. Et je suis très heureux sur ce sujet que la Chambre régionale des comptes vienne mot pour mot confirmer ce que j'ai pu affirmer au sein de ce conseil municipal, malgré les accusations de l'extrême gauche locale. Écoutez bien, mes chers collègues, ce que dit la Chambre à ce sujet. La convention initiale définissant les attributions du conseil communal institué à La Bussière avait créé une commission consultative. Les deux communes ont par la suite souhaité instituer à la place un conseil consultatif, conférant à La Bussière un certain nombre de prérogatives dont disposent de droit les communes associées de plus de 100 000 habitants. N'est-ce pas la gauche locale qui a apporté une modification des relations après la fusion, sans solliciter, à l'époque, l'avis de la population? C'est pourtant, chers collègues, ce qu'a fait l'opposition, qui à l'époque n'avait pas prévu d'appliquer un conseil consultatif et encore moins de lui donner des attributions des communes de plus de 100 000 habitants. Outre le courrier du préfet sur les délégations illégales confiées par la maire déléguée de l'époque aux membres du conseil consultatif, la Chambre ajoute par ailleurs la gestion des équipements de proximité par la commune associée relève soit du droit commun des communes de ce type, soit du conseil consultatif. L'inventaire des équipements de La Bussière n'a toutefois pas été actualisé depuis 1987 et les équipements confiés en gestion au conseil consultatif n'ont pas fait l'objet d'une délibération à la suite des précédentes élections municipales, comme le prévoit pourtant la réglementation. L'opposition avait contesté ces faits à l'époque, je ne parle même pas du conseil consultatif. Sur le fonctionnement communal, je ne doute pas que vous aurez soulevé, chers collègues, notre vitalité démocratique, puisque la Chambre dit que le conseil municipal se réunit à un rythme relativement soutenu, entre 6 et 9 réunions annuelles, supérieur à celui prévu dans son règlement intérieur et par la loi. Et la Chambre va plus loin, en disant que toutes ces réorganisations, communes associées, démutualisation, réorganisation des services, se font dans le cadre d'un dialogue social soutenu, en contradiction avec ce que disait Madame Rotard au dernier conseil municipal. Concernant le compte administratif et le personnel, la Chambre note: la Chambre a estimé les effectifs communaux à partir des fichiers de paye, les annexes ad hoc du compte administratif n'étant correctement servis que depuis 2021. Sur les agents, je note que la Chambre soulève que les personnels titulaires représentent près de 89% des effectifs en 2021, à rapprocher de la moyenne nationale de 76%. Il me semblait qu'on avait un recours massif aux contractuels. Je ne reviendrai pas sur l'octroi de certaines primes qui ont fait l'objet d'un jugement financier de la Chambre en 2018, consultable sur le site de la Chambre régionale des comptes. Concernant la mutualisation des services avec le CIVOM de la communauté du Bruésy, situation irrégulière mentionnée dans le dernier rapport, la Chambre note à cet objet que la commune a toutefois fait le choix de maintenir la mutualisation des services fonctionnels avec le CIVOM du Bruésy jusqu'en 2020, malgré l'irrégularité de cette situation. Pour rappel, juste un EPCI à fiscalité propre a le droit de mettre en place des services communs et donc de mutualiser. La Chambre dit même que le processus de démutualisation des services fonctionnels, qui concerne 30 ETP, a été engagé dès le lendemain des élections municipales. Dès le lendemain, nous n'avons pas attendu 5 ans pour mettre un terme à cette situation irrégulière que l'extrême gauche locale avait laissé perdurer, malgré la connaissance de cette irrégularité, car elle était mentionnée dans le précédent rapport de la Chambre régionale des comptes. Toujours sur le dialogue social, la Chambre relève que les opérations se sont déroulées dans un cadre largement concerté tout au long du processus, tant dans les instances propres aux deux organismes, comité technique, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et commission mixte permanente de contrôle, aussi avec les personnels, à titre individuel comme collectif. Bien loin, mes chers collègues, de l'opposition de la NUPES, qui ne sont pas là ce soir, qui a cessé d'affirmer pendant 2 ans et demi notre manque de concertation.
Toujours concernant le Sivom, la Chambre relève que pendant la période de contrôle, 6 biens du domaine public communal étaient occupés sans titre par le Sivom. Ces locaux sont désormais soit occupés par la commune, soit disposent de conventions d'occupation. Concernant les compétences transférées au Sivom, la Chambre encourage la commune à poursuivre son travail de clarification des conditions d'exercice des compétences transférées. La Chambre mentionne également que Brûle-à-Bussière est le principal contributeur financier du Sivom, pour un montant total de 1,4 million d'euros en 2020, représentant 36% de la contribution globale des communes. Par ailleurs, la Chambre relève que la réforme statutaire adoptée en 2019 a entraîné une hausse de 20% de la participation de la collectivité aux frais généraux pour atteindre 250 000 euros. Conscient de la nécessité d'une meilleure coordination et d'une transparence accrue des interventions conduites, la commune s'est rapprochée en 2021 du Sivom, sans résultat probant à ce jour, afin d'opérer un travail de clarification juridique du transfert des compétences techniques, de leur exercice et de sa contribution financière. N'est-ce pas la Chambre qui pointe du doigt la nécessité pour notre commune de clarifier ses relations avec le Sivom et mentionne une hausse de notre contribution des frais d'administration générale de 20%. D'un point de vue financier, la Chambre précise que la présentation des rapports d'orientation budgétaire s'est globalement améliorée suite au précédent rapport de la Chambre, mais reste perfectible. La Chambre relève une amélioration du délai de paiement. Alors qu'en 2018, seuls 24% des factures étaient payées dans les 20 jours impartis, elles en représentent 69% en 2021. Ensuite, et c'est sans doute là le plus grand point de vigilance, la Chambre nous fait un rappel au droit que nous ne contestons pas. Concrètement, la Chambre nous demande d'appliquer l'article L 1617-6 du CGCT, qui dispose que les organismes publics suivants transmettent au comptable public sous forme dématérialisée les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses et de leurs recettes dans le respect des modalités fixées par décret. En effet, le gouvernement de l'époque avait prévu que ces dispositions devaient être applicables au 1er janvier 2019, car cette modification induit notamment la nécessité de certaines modifications, de certains investissements dans le parc informatique. Nous avons pris, avec cette majorité municipale, l'ensemble des dispositions nécessaires. La Chambre souligne d'ailleurs par ses propos en indiquant, je cite, « Son absence à Brûle-à-Bussière résulte, pour partie, du retard pris dans la mise en œuvre des projets informatiques. » Concernant la recommandation numéro 1, mettre en cohérence l'inventaire et l'état de l'actif en se rapprochant du comptable public afin de disposer d'un état fiable du patrimoine communal. La Chambre avait déjà observé cette non-conformité dans son précédent rapport et le mentionnait d'ailleurs. Elle indique, je cite, « La commune convient qu'elle doit entamer rapidement ce travail de fiabilisation de son inventaire en lien avec le comptable public. » Concernant la recommandation numéro 2, régulariser les opérations sous mandat afin de fiabiliser l'actif de la commune. Je vais citer la Chambre. Au cas d'espèce, les comptes d'opération sous mandat de la commune comportent des montants non soldés depuis de nombreuses années. En particulier, une opération enregistrée au compte 4582-1, opération sous mandat, déjà identifiée lors du précédent contrôle de la Chambre, et créditée à hauteur de 1,24 million d'euros, sans aucune dépense équivalente rattachée. Un tel solde non apuré pourrait représenter une charge pour la commune si le mandat venait à en être réclamé par le remboursement. Aucune provision pour charge n'a pourtant été envisagée par la commune. Alors cela n'appelle aucune réponse de ma part, c'est un héritage de l'ancienne majorité. La Chambre le dit d'elle-même, des montants non soldés depuis de nombreuses années, déjà identifiés lors du précédent contrôle de la Chambre. Comme je l'ai indiqué à la Chambre et comme c'est indiqué dans le rapport, dans le cadre de l'analyse et du travail de fiabilisation des comptes, ces opérations sous mandat non identifiées seront réétudiées et intégrées aux écritures du budget. Nous pouvons regretter que l'ancienne majorité n'ait pas assumé ses responsabilités et procédé à l'apurement de ce compte.
Il faut rappeler que, comme le mentionne la Chambre, cette situation avait été rappelée dans le précédent rapport et force est de constater que l'ancienne majorité n'a pas souhaité apurer cette situation. Nous le ferons malgré la complexité, car il s'agit d'opérations datant d'avant 2002. J'ai bien dit 2002, chers collègues. Concernant donc les ressources et notamment l'imposition, la Chambre relève que les taux municipaux sont restés stables sur cette période. Elle relève notamment que le taux de la taxe foncière, 37,08%, est nettement supérieur à la moyenne nationale de la strate, qui est de 23,46% en 2020. Mais que cela a un début d'explication, puisque la Chambre insiste sur le fait que la commune présente des bases par habitant inférieures de près de 50% à la moyenne nationale de la strate, ce qui contribue à expliquer qu'elle perçoit moins d'impôts locaux que les communes de taille équivalente. Parce que, comme vous le savez, chers collègues, les taux d'imposition sont conjugués à des bases locatives, et celles-ci sont du fait de l'histoire de notre ville très basse. Oui, un taux élevé, mais avec une base locative faible, qui correspond en réalité au fait qu'on ne paye pas plus d'impôts à Bruy-la-Bussière que dans d'autres villes de notre strate. Et j'aimerais recadrer les choses d'ailleurs sur ce sujet. L'an dernier, lors du vote du budget, j'ai laissé dire ici un mensonge qui a d'ailleurs été repris par certains journalistes. Non, le taux de la taxe foncière n'était pas plus haut à Bruy-la-Bussière par rapport à notre ville voisine et amie Béthune. Car n'oubliez pas, mes chers collègues, qu'à Béthune, il y a une fiscalité additionnelle, puisque la contribution de la commune au CIVOM du Béthunois est fiscalisée à hauteur de 6,66% en 2022. Ce qui donne donc un taux de fiscalité globale de 66,99% pour Béthune contre 61,16% pour Bruy-la-Bussière. Sur ce volet, il est à noter que la commune bénéficie d'une fiscalité reversée par et au titre de la Cabalère qui est croissante depuis 2018 pour atteindre 5,29 millions d'euros en fin de période, soit une hausse de 6%. La dotation de solidarité communautaire a dans le même temps augmenté de 14%. Concernant les subventions aux associations, les subventions de fonctionnement diminuent de 5% sur la période de contrôle, en moyenne 1,8% de manière annuelle, en raison principalement de la baisse des contributions versées aux associations et personnes de droit privé. Vous aurez remarqué, chers collègues, que contrairement au dernier rapport de la Chambre régionale des comptes, ça faisait bien longtemps que la CRC n'avait rien à retrouver à redire sur nos relations avec le centre socio-culturel Partage, ex-office de la jeunesse. Là aussi, chaque année, nous avons le droit à la polémique parce que j'ai décidé d'avoir des relations totalement étanches avec cette structure. Chaque année, on nous le reproche en Assemblée générale et même parfois au sein de ce conseil municipal par l'opposition. La Chambre relève également une capacité d'autofinancement qui s'améliore. Et je cite, « Cette dernière s'améliore sensiblement, passant de 3,17 millions d'euros en 2018 à 5,64 millions en 2021, pour représenter 17,5% des produits de gestion. » La dette communale s'élève à 31,96 millions d'euros en 2021. Les emprunts contractés ne présentent pas de risque, 84,5% étant à taux fixe et 15,5% à taux variable, indexé au livret A. La Chambre note d'ailleurs que malgré ce niveau de dette important, la capacité de désendettement s'améliore en 2021, ce qui s'explique à la fois par la baisse de l'encours de dette et par l'augmentation sensible de la capacité d'autofinancement brut en fin de période. La Chambre nous invite toutefois à être très vigilants au regard du contexte général inflationniste de l'économie et son reflet probable sur les finances publiques locales. Il est vrai, et je l'ai dit lors de la cérémonie des vœux à la population, nous sommes touchés de plein fouet par la hausse des coûts, notamment l'enrobé, la hausse du point d'indice des fonctionnaires, même si celle-ci est limitée grâce à des choix politiques de réorganisation de notre ville et donc des services municipaux dans le cadre d'un dialogue social soutenu, comme le mentionne la Chambre. C'est dans ce contexte que nous arrivons à la recommandation numéro 3,
élaborer un plan pluriannuel d'investissement afin de conserver un endettement soutenable tout en continuant à réaliser des investissements. Nous avons pris acte de cette recommandation ancienne, nous y travaillons. Nous prenons toutefois acte de manière générale, après la neutralisation du coût des travaux de l'hôtel de ville suite à son incendie, que la situation financière s'améliore entre 2018 et 2021. S'ensuit un long passage sur la création de la police municipale, que la Chambre juge être de proximité. Je tiens à rappeler qu'il s'agit d'un choix politique qui a été tranché lors des élections municipales très clairement. Ça a donné lieu à un débat très clair, y compris lors du débat organisé par France 3. Souvenez-vous, ce fameux débat, où l'opposition à l'époque était très gênée sur la question du statut de la Bussière, où la tête de liste de l'opposition avait fini par dire qu'il était attaché, dirons-nous, à la fusion-association. Ou encore lorsque le rapport de la CRC avait été évoqué, où il avait été notamment dit que tout avait été réglé. D'où le fait sans doute qu'une audience a été tenue il y a moins d'une semaine. Dans la continuité du sujet de la police municipale, la Chambre régionale des comptes nous interpelle sur le fait que la commune ne dispose en revanche pas des délibérations relatives à l'installation de son conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et nous invite donc, dans sa recommandation numéro 4, à régulariser ceci et à réunir ce conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Nous allons clarifier ça en lien avec les services de l'État dans les prochaines semaines, puisque, comme vous le savez, sûrement c'est l'État qui est partie prenante dans la composition d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. La Chambre relève toutefois que l'activité de la police municipale monte progressivement en puissance et fait l'objet d'un bilan d'activité régulier auprès de la population. Donc, en conclusion, un rapport bien meilleur que le précédent, qui vient confirmer et justifier, je le pense du moins, bon nombre de nos décisions. Commune associée, les mutualisations des services avec le CIVOM de la communauté du Bruésy, commune déléguée, clarification de l'occupation des biens municipaux par le CIVOM de la communauté du Bruésy, la clarification nécessaire des relations avec notre ville et le CIVOM notamment sur les compétences réellement transférées et sur la hausse de 20% de la contribution financière de notre commune au titre de l'administration générale. Et je peux ainsi continuer. Je pourrais aussi dire que la police municipale, je sais qu'elle fait peur pour certains élus de l'opposition, n'a pas été le gouffre financier évoqué par certains et que pour la financer, nous avons fait des économies. J'avais entendu dire que mon élection conduirait dans les mois qui suivraient une mise sous tutelle de notre ville. Ce rapport vient au contraire souligner l'amélioration de notre situation financière, notamment en 2020 et 2021, et ça, c'est la Chambre régionale des comptes qui le dit. C'est malheureux d'ailleurs que les élus d'opposition ne soient pas là, mais avec ce rapport, ils ont perdu toute crédibilité. Y a-t-il, mes chers collègues, des demandes d'intervention sur ce rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes des Hauts-de-France relatif au contrôle des comptes et à la gestion financière de la commune de Bruy-la-Bussière sur les exercices 2018 et suivants? Bonne intervention. Très bien. Je prends donc acte de la communication, donc ce rapport de la Chambre régionale des comptes auprès de l'Assemblée délibérante. Et donc, il n'y a pas d'opposition sur cette délibération qui prend acte donc, de la présentation de ce rapport de la Chambre régionale des comptes sur les exercices 2018 et suivants. Très bien, je vous remercie. Donc, c'est donc acté par délibération. Délibération suivante. Alors, il y a aussi les comptes rendus des décisions prises par le maire. Il n'y a pas d'observation sur ces décisions? Non, je vous remercie. Délibération suivante. Désignation d'un correspondant incendie et secours. Donc, la loi du 25 novembre 2021 visant à consolider le modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels prévoit en son article 13 que dans chaque conseil municipal où il n'est pas désigné, un adjoint au maire ou un conseil municipal est désigné donc comme correspondant incendie et secours. Donc il est proposé Bruno Roussel pour la majorité. Donc je mets au vote cette délibération. Pas d'opposition, pas d'abstention.
Je vous remercie. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Monsieur le maire. Donc, cette délibération porte sur la rue des Sols afin d'approuver la procédure de déclassement du domaine public communal d'un terrain non cadastré à usage d'espace vert préalable à son aliénation. Le conseil municipal, en date du 9 juillet 2022, a émis un avis favorable concernant l'autorisation du lancement de l'enquête publique consistant au déclassement de ce terrain. Dans ce cadre, par arrêté municipal du 8 décembre 2022, il a été prescrit l'ouverture d'une enquête publique dont le dossier a fait l'objet d'une consultation à compter du 9 janvier 2023 pour une durée de 16 jours consécutifs, soit jusqu'au 24 janvier inclus. En date du 25 janvier 2023, M. Jacques Duc, commissaire enquêteur inscrit sur la liste d'aptitude des commissaires enquêteurs du département du Pas-de-Calais, a rendu un avis favorable pour le déclassement et l'aliénation du terrain non cadastré, rue des Sols à Boué-la-Bussière, d'une superficie d'environ 215 mètres carrés, à confirmer après arpentage. À l'issue de l'enquête publique, il revient au conseil municipal de se prononcer sur la désaffectation matérielle du bien et d'acter son déclassement du domaine public et à son reclassement dans le domaine privé communal en vue de son aliénation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je mets au vote. Qui est contre, qui s'abstient. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante concernant la résidence Les Campanules. Oui, il s'agit donc de la résidence Les Campanules avec le lancement de l'enquête publique en vue du transfert d'office de la voirie, des trottoirs, des parkings, du cheminement piétonnier et des accessoires qui s'y attachent pour le classement dans le domaine public communal. La résidence Les Campanules, dont l'entrée s'effectue par la rue Jean Jaurès à Boué-la-Bussière, existe depuis plus de 30 ans. Néanmoins, il s'avère que la voirie, les trottoirs, les parkings, le cheminement piétonnier et l'espace vert, d'une superficie totale de 3 734 mètres carrés, n'ont fait l'objet d'un classement dans le domaine public communal. Dès lors, ceci relève du domaine privé qui, hormis la parcelle à usage d'espace vert cadastrée 482 AC 352 d'une superficie de 899 mètres carrés, sont soit affectés à l'usage direct du public et soit ouverts à la circulation publique. Après vérification, cette emprise représente les parties communes du lotissement Les Campanules qui englobe 30 logements individuels à usage d'habitation. Aujourd'hui, les 30 propriétaires indivis ont fait connaître unanimement leur intention de rétrocéder les parcelles d'une superficie totale de 2835 mètres carrés au profit de la commune pour une intégration dans le domaine public communal de manière à régulariser la domanialité de cette emprise privée ouverte à l'usage direct du public et de renoncer purement et simplement à leurs droits. Entendu que la parcelle cadastrée 482 AC 352 à usage d'espace vert d'une superficie de 899 mètres carrés restera une propriété exclusive des 30 colotis de la résidence Les Campanules, lesquels conserveront leurs droits réels sur ce terrain. Il revient au conseil municipal de se prononcer sur les modalités suivantes. L'approbation du lancement de la procédure de transfert d'office dans le domaine public communal des parcelles, la décision du lancement de l'enquête publique nécessaire au transfert d'office dont les dates et modalités de l'enquête publique ainsi que les coordonnées du commissaire enquêteur seront précisées par arrêté du maire aux frais de la commune, et précise que la délimitation des parcelles est susceptible de nécessiter l'intervention d'un géomètre expert pour l'établissement d'un plan de bornage et d'un plan d'alignement si ceux-ci s'avèrent nécessaires, dont les frais seront supportés par la commune. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je mets au vote, pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, résidence du Bout d'Amont. Il s'agit de l'acquisition d'un terrain en nature de voirie, d'espace vert et d'un chemin piétonnier pour le classement dans le domaine public communal situé rue Cuvier. Et bien que les rues Buffon et Jussieu de la résidence du Bout d'Amont soient classées dans le domaine public communal, la société immobilière de l'Artois est propriétaire d'un terrain en nature de voirie, d'espace vert et d'un cheminement piétonnier à usage direct du public, ainsi que les réseaux divers de la rue Cuvier, résidence du Bout d'Amont, représentant une superficie de 1125 mètres carrés. La SIA souhaiterait procéder à la cession moyennant l'euro symbolique de la dite parcelle pour une intégration dans le domaine public communal
de manière à régulariser la domanialité de cette emprise privée ouverte à l'usage direct du public. Il rappelle que la transaction s'effectuant moyennant l'euro symbolique, la consultation du pôle évaluation domaniale n'est pas indispensable. Il revient donc au conseil municipal de délibérer sur la transaction qui pourrait s'effectuer par acte administratif des ventes par les services de la SIA. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je mets au vote, pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante concernant la rue René Wallard. Oui, donc il s'agit d'une demande d'approbation sur la cession d'un immeuble par l'Office public de l'habitat Pas-de-Calais Habitat, situé au 700 rue René Wallard. Et c'est un logement social vacant, cadastré 482 AE 270 d'une superficie de 188 mètres carrés. Et c'est un logement de type 5 représentant une superficie habitable de 108 mètres carrés. Il revient donc à la commune d'implantation des biens d'approuver la mise en vente d'un immeuble vacant à toute personne physique ou morale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, le 62 rue de Bretagne. C'est toujours une demande d'approbation sur la cession d'un immeuble par maison et cité, propriétaire du logement social vacant situé au 62 rue de Bretagne à Bruay-la-Bussière, d'une superficie de 275 mètres carrés, cadastré 178 AE 479. C'est un logement de type 3, d'une superficie habitable de 61 mètres carrés. Et il revient également à la commune d'implantation des biens d'approuver la mise en vente d'un immeuble vacant à toute personne physique ou morale. Merci. Merci, je mets au vote, pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, la rue Anatole France. C'est une demande d'approbation sur la cession d'un immeuble par maison et cité, propriétaire d'un logement social vacant, situé au 396 rue Anatole France à Bruay-la-Bussière. Celui-ci est un logement de type T6 et représente une superficie habitable de 101 mètres carrés. Il revient à la commune d'implantation des biens d'approuver la mise en vente d'un immeuble vacant à toute personne physique ou morale. Je vous remercie. Merci. Je mets au vote, pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Rue des Ponts-Avendin, délibération suivante. Elle concerne une demande d'autorisation de démolition de 2 logements vacants par maison et cité situés au 164 et 168 rue de Pont-Avendin. La société d'HLM a émis une demande de permis de démolir en date du 5 décembre 2022 concernant ces 2 logements vacants en état d'abandon. L'arrêté du 3 janvier 2023 porte sur le refus de démolir suite aux prescriptions émises par Monsieur l'architecte des Bâtiments de France. Dès lors qu'un nouveau dossier sera déposé, celui-ci devra proposer une solution technique et chiffrée de restauration permettant la conservation de cette construction. Sur cette base, et si l'instabilité structurelle ou l'impossibilité financière de ces travaux est démontrée, la présente demande devra dans tous les cas être complétée par un projet d'aménagement de ces terrains au travers d'une note d'intention. Conformément à l'article L 443-15-1 du Code de la construction et de l'habitat, les bâtiments à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré et construits avec l'aide de l'État ne peuvent être démolis sans l'accord préalable de la commune d'implantation des biens. Je vous remercie. Merci, je mets au vote, pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Laurie Tourbier, sur la fusion des écoles maternelles et élémentaires Marmottan. Par courrier en date du 9 février 2023, Monsieur l'inspecteur d'académie a fait état du projet de fusion des écoles maternelles et élémentaires Marmottan à compter de la prochaine rentrée scolaire 2023. Approuvez-vous ce projet de fusion des écoles maternelles et élémentaires Marmottan en une école primaire? Merci. Merci. Je passe au vote. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Nous allons entamer donc la présentation de 2 rapports importants. Premier rapport sur l'égalité homme-femme. Sandrine Prudhomme. Le rapport de l'égalité homme-femme vous est diffusé, vous est présenté ici sur cet écran.
Et c'est un document qui s'impose aux communes et EPCI de plus de 20 000 habitants. En tout premier lieu, on retrouve tout d'abord la répartition des effectifs permanents. Les femmes sont représentées en jaune et les hommes sont représentés en vert. En 2022, nous pouvons compter 201 femmes, soit 55% des effectifs, et 166 hommes, qui représentent 45% au sein de la commune. Le graphique suivant représente la répartition par catégorie, et nous pouvons remarquer que les femmes sont majoritairement représentées au sein de la collectivité, notamment en catégorie C, en raison de la filière médico-sociale à 100% féminisée et la filière administrative où les postes sont occupés par 83% de femmes. Le graphique suivant représente la répartition par filière et comme je le soulignais précédemment, les filières médico-sociales sont à 100% féminisées. Sur ce graphique, on retrouve la répartition par cadre d'emploi. Et au vu des données, il ressort que les cadres d'emploi les plus féminisés sont les agentes territoriales spécialisées des écoles maternelles à 100%, les adjointes administratives territoriales à 86% et les rédactrices territoriales à 78%. A contrario, les cadres d'emploi les plus masculinisés sont les agents de maîtrise territoriaux à 96%, les agents de police municipale à 85%, et les techniciens territoriaux à 82%. Et enfin, nous retrouvons la répartition en fonction du temps de travail. Et la majeure partie des agents de la collectivité travaillent à temps complet. Le temps non complet, quant à lui, est uniquement occupé que par les femmes. Le temps partiel au 31 décembre 2022 a été accordé de droit à 2 agentes de catégorie C et le temps partiel sur demande à 8 femmes, 7 de catégorie C et 1 de catégorie B, et 2 hommes, 1 de catégorie C et 1 de catégorie B. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Nous devons délibérer pour prendre acte de la présentation de ce rapport sur l'égalité homme-femme avant la présentation du rapport d'orientation budgétaire. Donc, je me vote pas d'opposition ni d'abstention sur cette délibération qui prend acte de la présentation du rapport. Je vous remercie. Délibération suivante, présentation du rapport d'orientation budgétaire. Sandrine Prudhomme. Avant de démarrer le rapport d'orientation budgétaire, j'aimerais tout d'abord remercier le service Finances pour la préparation de ce rapport et aussi les féliciter pour la qualité de leur travail. Je tenais à le souligner, c'est important. Et donc, je vais passer au rapport d'orientation budgétaire 2023, qui est une première étape du cycle budgétaire annuel avant l'examen du budget. Et il précise l'évolution de la situation financière de notre ville. En première partie, on retrouve les éléments du contexte économique national, ainsi que les projets de la loi de finances 2023. La situation au plan national se traduit par une tendance inflationniste. L'inflation demeure à des niveaux historiquement élevés, constatés à 6,2%. Elle s'accélère nettement depuis le printemps 2022 avec la menace d'une crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine. La durée des reconfinements en Chine qui impacte des approvisionnements, les effets de la sécheresse sur les volumes et les prix des produits alimentaires et les contraintes sur la production, telles que les matières premières, l'énergie et le personnel, qui n'ont jamais été aussi fortes. Cette instabilité est illustrée par le marché du coût de l'énergie sur 2022 et dont les collectivités subissent de plein fouet les conséquences, avec la fermeture d'équipements sportifs, la diminution de l'éclairage et du chauffage. Ces hausses de coûts touchent l'ensemble des postes de dépenses de manière indirecte, tels que le transport, les produits manufacturés et alimentaires, ainsi que les dépenses de personnel avec la hausse du point d'indice de 3,5% depuis le mois de juillet 2022. Également un point sur la loi de finances, le projet de loi de finances 2023. Il est placé dans une logique de sortie du quoi qu'il en coûte et il a été présenté le 26 septembre et finalisé le 15 décembre dernier. Pour les finances locales, sont ainsi confirmées la suppression de la CVAE sur 2 ans, remplacée par une part de TVA et accompagnée d'un nouveau fonds national.
quasi-stabilité des dotations, crédit pour le filet de sécurité dédié au bloc local, la création du fonds vert, absence d'élargissement du bouclier tarifaire, discussion sur une nouvelle contractualisation finalement retirée avec des dépenses réelles de fonctionnement à un rythme inférieur de 0,5 points au taux de l'inflation. Nous allons passer aux éléments financiers de la ville avec les données générales. Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 1 359 € par habitant, supérieures à la moyenne de la strate et restent constantes par rapport à l'exercice 2021. L'année comptabilise de nouveau les dépenses engagées dans le cadre de la réhabilitation de l'hôtel de ville. Celles-ci sont en diminution par rapport à 2021 de plus de 1,6 million d'euros. Par ailleurs, les dépenses réelles de fonctionnement comptabilisent une dépense exceptionnelle correspondant au remboursement d'une recette perçue à tort de plus de 404 000 € en 2021. Sans ces dépenses supplémentaires, le ratio des dépenses réelles de fonctionnement serait de 1 286 € par habitant. La ville de Bouët-la-Bussière possède une richesse fiscale faible. Le produit des impositions directes est de 535 € par habitant contre 686 € pour la moyenne nationale de la strate. Il est à noter que la part des dépenses de personnel sur les dépenses réelles de fonctionnement reste inférieure à la strate, 51% contre 62%. La marge d'autofinancement direct est de 97,21% et elle correspond à la capacité de la collectivité à financer l'investissement. Ce ratio est inférieur à celui de 2021, mais reste supérieur à la strate. Pour rappel, plus ce coefficient est faible, plus la capacité à financer l'investissement est élevée. Dans le cas précis de la commune, le recours à l'emprunt reste nécessaire pour financer notamment la métamorphose du centre-ville. On retrouve ensuite les recettes de fonctionnement avoisinant les 35,13 millions d'euros et sont en augmentation de plus de 6,71% par rapport à 2021, du fait de la reprise des recettes des budgets annexes dans le budget principal de la commune, clôturé au 31 décembre 2021. Le produit fiscal et la dotation globale de fonctionnement repart une part significative des recettes réelles de fonctionnement de 68%. Elle compose une recette réelle de 23,9 millions d'euros contre 23,5 millions d'euros en 2021. Elle est en augmentation de 1,76%. La dotation globale de fonctionnement présente une augmentation de 1,47% par rapport à 2021, contre 1,33% en 2020 et 2021. Une hausse essentiellement due à l'augmentation de la dotation de solidarité urbaine de 2,68% par rapport à 2021. Les recettes de la Cabalère constituent 15% des recettes réelles de fonctionnement, sachant qu'en 2022, le montant cumulé du FPIC et de la DSC n'a augmenté de 0,59% par rapport à 2021, contre 9,17% entre 2020 et 2021. Les produits divers représentent 17% des recettes réelles de fonctionnement, contre 13% en 2021. Ils augmentent de plus de 42% par rapport à 2021. Cette hausse est essentiellement due à la reprise des recettes comptabilisées auparavant au sein des budgets annexes. À noter une recette exceptionnelle versée par les assurances au titre de la reconstruction de l'hôtel de ville de plus de 600 000 €. Vous retrouvez sur ce tableau la variation des taux d'imposition de 2018 à 2022. Et concernant la fiscalité, depuis 2021, les taux communal de la taxe foncière bâtie est égal à l'addition du taux communal de la taxe foncière bâtie 2020 de 38,90% et du taux départemental de 22,26%, soit un taux global de 61,16%. Ce basculement reste sans incidence pour les contribuables. Pour rappel, le produit fiscal doit son dynamisme à la revalorisation des bases définies dans la loi de finances. Il est à noter que les taux d'imposition restent stables et inchangés. On passe aux dépenses de fonctionnement avoisinant les 30,46 millions d'euros et elles sont en augmentation d'à peine 1% par rapport à 2021. Les charges de personnel représentent 51% des dépenses réelles de fonctionnement.
On constate un effort de maîtrise de la masse salariale avec une légère augmentation de 2,83% des charges de personnel, soit près de 427 000 euros. Cette hausse reste marquée par l'augmentation du point d'indice au 1er juillet 2022, soit environ 241 000 euros, et le glissement vieillissement technicité. Les charges à caractère général pèsent à hauteur de plus de 29%, avoisinant les 8,77 millions d'euros. Elles diminuent de 2,50% par rapport à 2021. Hors dépenses liées à la reconstruction d'hôtels de ville, elles seraient en augmentation de 1,35 million d'euros, soit 21,78%. Cette évolution due à la reprise des activités des services ralentie préalablement par la crise sanitaire, notamment avec la reprise des dépenses initialement comptabilisées au sein des budgets annexes, telles que les locations de salles et locations immobilières, suite à la clôture au 31 décembre 2021, soit 146 000 euros. La reprise des classes de neige avec le séjour et le transport, soit 209 000 euros. Les prestations liées aux services scolaires avec la cantine, soit plus 153 000 euros. La reprise des transports scolaires, la Bussiérois, soit plus de 68 000 euros. Les prestations liées aux services techniques, entretien des espaces verts, soit 311 000 euros. Et l'entretien tel que la maintenance, soit plus de 66 000 euros. L'entretien des équipements sportifs, soit 87 000 euros. Les prestations liées aux services protocole et gestion des manifestations, soit 123 000 euros. La reprise de l'activité culturelle, soit 38 000 euros. Et les reprises des activités liées au commerce, soit 40 000 euros, soit plus de 40 000 euros. Les charges financières essentiellement liées aux intérêts d'emprunt représentent 2,10% et le remboursement des intérêts d'emprunt de l'exercice représente 2,17% et sont en baisse de 10,91%. On retrouve ici la courbe de l'évolution de l'épargne de 2018 à 2022. Et en 2022, l'épargne nette est en augmentation par rapport à 2021. Et cette hausse est marquée par une stabilisation des dépenses et une hausse des recettes. Nous constatons une hausse composée d'une recette exceptionnelle liée à l'indemnisation des assurances au titre de la reconstruction de l'hôtel de ville. Cette dernière fait apparaître des dépenses de fonctionnement en hausse de 5,76% contre une augmentation de 4,86% des recettes. Ainsi, la ville a eu recours à son autofinancement. On retrouve ici les principaux investissements 2022 qui s'élèvent à 8 374 317 euros, avec un effort sur les travaux de voirie qui s'élève à 2 165 647 euros et les travaux sur les bâtiments scolaires représentant un montant de 2 505 691 euros. On retrouve ici le coût de la dette au 31 décembre 2022 en comparaison avec celui du 31 décembre 2021. Et au 31 décembre 2022, l'endettement de la ville de Boué-la-Bussière se monte à 31,5 millions d'euros. Les emprunts contractualisés par la ville sont à risque nul, car 88,29% des emprunts sont à taux fixe et ceux à taux variable, 11,71%, sont indexés sur le livret A. La capacité de désendettement est de 10 ans et 6 mois au 31 décembre 2022. Elle reste conforme à la loi de finances 2023 qui incite les communes de la strate à rester dans la fourchette de surveillance de 11 à 13 années. La commune, n'ayant pas connu de difficultés de régulation de la trésorerie, n'a plus recours à une ligne de trésorerie. On retrouve ici le désendettement de la ville de 2018 à 2022. Et on constate donc une baisse significative de 3 662 586 euros. Nous passons donc aux orientations budgétaires 2023, avec les prospectives des recettes de fonctionnement en milliers d'euros. Les recettes de fonctionnement 2023 sont estimées à 34,19 millions d'euros hors affectation 2022. Hors produit fiscal et DGF, elle présente une diminution de 2,68% par rapport au CA de 2022. À noter une baisse des revenus des immeubles pour 2023,
certains loyers ne tiennent plus compte de la majoration des loyers suite à l'échelonnement des loyers de mars à août 2020. Mais également une baisse du chapitre 77, produits exceptionnels. Le CA 2022 prend en compte une recette exceptionnelle liée au versement des assurances dans le cadre de la reconstruction de l'hôtel de ville de plus de 0,6 millions d'euros. Ce tableau reprend ici la variation de la dotation globale de fonctionnement en milliers d'euros de 2018 à 2023. Et en 2023, le total de la DGF s'élève à 11 899 000 euros. On peut constater une hausse modérée de la DGF. Dans les estimations de finances actives, la dotation de solidarité urbaine permet à la ville de Bois-la-Bussière de connaître une légère augmentation de ses dotations financières. Le tableau suivant représente la variation des recettes de la Cabalère en milliers d'euros de 2018 à 2023 et l'attribution de compensation pour 2023 s'élève à 4 260 000 euros. Et c'est l'attribution de compensation est la seule recette de la Cabalère connue à ce jour et elle présente une légère diminution par rapport à 2022. Le FPIC et la DSC restent des prévisions. Le tableau suivant représente la variation des taux d'imposition de 2018 à 2023. Et depuis 2021, la suppression de la taxe d'habitation se traduit pour les communes par une perte de ressources. Sur décision de l'État, au taux communal de taxe foncière sur les propriétés bâties de 38,90%, il faut ajouter la part départementale de 22,26% qui compense la suppression par l'État aux communes du produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales, soit un total de 61,16% pour le foncier bâti. Le taux de la taxe foncière sur le bâti et celui de la taxe foncière sur le non-bâti resteront inchangés sur 2023. L'accroissement du produit fiscal 2023 prend en compte l'augmentation des bases prévisionnelles sur la taxe foncière sur le bâti décidée par l'État dans le cadre de la loi de finances 2023. Voici les orientations des dépenses de fonctionnement de 2018 à 2023 et elles sont estimées à 30,08 millions d'euros, soit une diminution de 1,34 million d'euros par rapport au BP 2022. Malgré la hausse de certaines dépenses liées à l'inflation, l'augmentation de l'énergie et la hausse du point d'indice, le total des dépenses 2023 est nettement inférieur à celle du BP 2022. Ce résultat se traduit par une gestion rigoureuse de notre collectivité. Les charges de personnel font l'objet d'un effort de maîtrise qui se poursuit en 2023. Elles diminuent de près de 68 000 euros entre le BP 2022 et le BP 2023, soit une baisse de 0,43%. Les prévisions 2023 comprennent d'une part la hausse du point d'indice sur une année totale contre 6 mois sur 2022, soit 482 000 euros. Et d'autre part, la reprise des effectifs CIVOM au 1er avril 2023, soit plus de 686 000 euros. Une partie de ces effectifs interviendra dans les écoles, réduisant le besoin en personnel pour accroissement temporaire d'activité entre le BP 2022 et 2023. Hors augmentation du point d'indice et reprise de l'effectif CIVOM, les charges de personnel 2023 seraient en baisse de 6,36%, soit près d'1 million d'euros. Les charges à caractère général 2023 seront estimées à 9,3 millions d'euros contre 8,3 millions d'euros en 2022. Hors dépenses liées à la reconstruction de l'hôtel de ville, soit une augmentation de plus de 12,70%. Ces charges proposées tiennent compte de l'augmentation annuelle des fluides de plus de 577 000 euros, ainsi que la reprise à compter du 1er avril 2023 des compétences CIVOM au sein des services voirie, espaces verts et propreté urbaine de 422 000 euros. Les charges financières sont envisagées en fonction du profil d'extinction de la dette et le programme d'investissement réalisé au cours de ces 2 dernières années a mobilisé 2 emprunts annuels de 3,5 millions d'euros remboursables sur 15 et 20 ans. On retrouve ici la variation des dépenses aux structures intercommunales de 2018 et 2023 en milliers d'euros. Et avec la sortie de la ville de Bois-la-Bussière avec le CIVOM de la communauté du Bouésie au 1er avril 2023,
la ville génère une baisse de sa contribution intercommunale de 1,02 million d'euros en 2023. La ville s'acquitte d'un trimestre à hauteur de 312 000 euros pour 2023. Voici la perspective des principaux investissements en 2023 et la volonté de maintenir un haut niveau d'investissement pour transformer la commune, conforter la qualité du cadre de vie des Bruésiens et des Labussiérois au quotidien avec le programme de voirie, l'entretien et maintenance des équipements publics du quotidien et contribuer à la qualité de vie au travail des agents municipaux. En 2023, une attention particulière sera portée sur le centre-ville dans le cadre de son aménagement urbain à la fin de la réhabilitation du groupe scolaire Loubet et la poursuite de la rénovation de la rue Basely avec sa phase 3. Inscription d'un vaste programme de rénovation des voiries de près d'1 million d'euros avec la cour Kennedy, la rue du Corps-du-Bois, le parking de l'ECG, la rue de Vaudricourt et le parking rue de Pégou. Enfin, on note la continuité des travaux dans les bâtiments avec la fin de réhabilitation du groupe scolaire Loubet, les travaux à la salle Marguerite avec la création d'une cuisine, le lancement des études du terrain synthétique Patrice Berg, les travaux de couverture et d'isolation de l'école maternelle Brassens et le lancement des études de l'église Saint-Martin. 3 sources principales de financement des investissements sont mobilisées: l'autofinancement, le recours à l'emprunt et les partenaires financiers dans le cadre d'appels à projets locaux, départementaux et nationaux. Pour l'année 2023, le recours à un emprunt de 5,4 millions d'euros sera nécessaire pour financer le programme de rénovation du centre-ville avec le partenariat de la Banque des Territoires. Fin 2023, le capital de la dette à rembourser sera de 33,16 millions d'euros, soit une baisse de 1,38 million d'euros depuis 2020. Nous passons à la politique des ressources humaines avec l'évolution de la dépense en milliers d'euros de 2018 à 2022. En 2019 puis 2020, la continuation de la baisse a été favorisée par la mise en œuvre de la politique de gestion de la masse salariale, notamment à travers le non-remplacement systématique des départs à la retraite. En 2021, la hausse était expliquée structurellement par une hausse de la dépense liée à la mise en place d'un protocole sanitaire renforcé au niveau des écoles afin de garantir la sécurité des enfants, des agents et des enseignants, soit près de 195 000 euros. Et par la démutualisation des services ressources avec le CIVOM du Bruésy qui a entraîné l'arrivée de nouveaux collaborateurs dans les catégories B et C. Une légère hausse a été confirmée en 2022 avec la mise en place effective de la police municipale qui a atteint son fonctionnement maximum, ainsi que par un renforcement de l'encadrement des services avec l'arrivée d'agents en catégorie A. L'essentiel de la hausse est surtout expliqué dans le relèvement de l'indice du point, mesure gouvernementale décidée en juillet 2022 pour un coût total d'environ 242 000 euros. Malgré la reprise de compétences avec la sortie programmée du CIVOM en 2023, la volonté de rester dans la maîtrise de cette dépense. En effet, la prévision de dépenses des charges de personnel pour 2023, à hauteur de 15,84 millions d'euros, comprend d'une part la hausse du point d'indice subie en 2022, qui s'étalera sur une année totale, soit plus de 482 000 euros, et d'autre part la reprise des effectifs CIVOM au 1er avril 2023, soit plus de 686 000 euros. Hors augmentation du point d'indice et reprise de l'effectif CIVOM, les charges de personnel 2023 seraient en baisse de près d'1 million d'euros par rapport au BP 2022. Nous retrouvons l'évolution de l'effectif permanent en équivalent temps plein de 2018 à 2022 et l'effectif permanent est en hausse en 2022 sur la catégorie A, à l'inverse des autres catégories. Cette hausse témoigne d'une volonté de renforcer l'encadrement et l'ingénierie au sein de la collectivité. Rappelons qu'en 2021, une première démutualisation a eu lieu avec le CIVOM, débouchant sur l'arrivée de nouveaux collaborateurs dans les catégories B et C. L'évolution de l'effectif permanent équivalent de 2018 à 2022
Et en 2022, on compte 8 agents pour la catégorie A, 43 agents pour la catégorie B et 316 agents pour la catégorie C, soit un total de 367 agents. Voici la pyramide des âges arrêtée en décembre 2022 et l'âge moyen des agents se situe à 48 ans. La forme hybride entre le champignon et l'as de pique laisse entendre la forte expérience d'un personnel ainsi que des préoccupations professionnelles liées aux questions de retraite. Peut se poser ainsi la question du transfert et passation des compétences. Une tranche peut faire exception. Les agents masculins entre 30 et 34 ans. Les orientations en matière de ressources humaines pour 2023 concerneront ainsi les points suivants. La poursuite d'une démarche GPEC avec une première étape d'analyse de l'existant et du recensement des ressources disponibles. La poursuite de la réorganisation des services. La réflexion sur une démarche compétence avec la valorisation de l'entretien annuel. La poursuite concertée de la possibilité de télétravail en lien avec une demande préfectorale. La mutualisation des services avec le CCAS, l'intégration des personnels et notamment du CIVOM. Merci pour votre écoute. Bien, merci beaucoup. J'ouvre ce débat sur ce rapport d'orientation budgétaire. J'ai plusieurs demandes de prise de parole. Madame Émilie Baumard. Monsieur le maire, Madame la maire déléguée, très chers collègues, la présentation du rapport d'orientation budgétaire est toujours un moment particulier dans la vie d'une commune, puisqu'il sert à informer les élus locaux sur l'état des finances de la collectivité, ainsi que sur les évolutions prévues des dépenses et des recettes. Ce 4e rapport d'orientation budgétaire démontre que notre majorité municipale est au travail et gère avec la plus grande rigueur l'argent des Bruésiens et des Labussérois. Comme nous nous y étions engagés, les taux d'imposition communaux n'augmenteront pas en 2023, malgré un contexte particulier pour les collectivités territoriales, et alors même que certaines communes voisines feront le choix d'augmenter ces taux et de réduire le pouvoir d'achat de leurs concitoyens. Nous ne renierons pas nos promesses de ne pas augmenter les taux d'imposition communaux. Les charges de personnel diminuent de 68 000 € entre le budget primitif de 2022 et celui de 2023, alors même qu'entre-temps, il y a eu une augmentation du point d'indice et surtout qu'en 2023, notre ville accueillera de nouveaux agents dans le cadre de son retrait du CIVOM du Bruésy. Ce rapport d'orientation budgétaire démontre que chaque euro dépensé est un euro utile pour chaque habitant de notre commune. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai Robert Mille qui a demandé la parole. Oui, merci Monsieur le maire, merci Madame la maire déléguée pour cet exposé. Très chers collègues, n'en déplaise à l'extrême gauche locale, non, notre ville n'est pas sous tutelle. Et mieux encore, la Chambre régionale des comptes dit elle-même dans son dernier rapport que la situation financière de notre ville s'améliore. Comme l'a rappelé notre collègue Sandrine Prudhomme, la volonté de notre majorité municipale est de maintenir un haut niveau d'investissement pour transformer la commune, améliorer la qualité de vie des Bruésiens et des Labussérois au quotidien, comme le prouve le programme de voirie, l'entretien et la maintenance des équipements publics au quotidien. La gestion rigoureuse de nos deniers publics nous permet aujourd'hui d'emprunter pour financer les travaux essentiels de métamorphose de notre centre-ville. Et cela, depuis 2020, malgré cela, depuis 2020, la dette de notre ville diminue. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, en 2023 comme en 2022, 2021 et 2020, nous serons au rendez-vous et nous poursuivrons la métamorphose de notre ville. Merci. Bien, merci beaucoup. Quelques éléments sur ce rapport d'orientation budgétaire. Nous réalisons quand même une prouesse, c'est que nous arrivons à baisser les dépenses de personnel alors que nous avons des dépenses contraintes, avec notamment la hausse du point d'indice qui représente 482 000 € en 2023, et aussi l'arrivée d'agents du CIVOM. Précision donc, c'est que l'arrivée d'agents du CIVOM n'entraîne pas une augmentation des dépenses de personnel pour notre ville en 2023. C'est un élément qui est important à retenir. Et de manière générale, nous arrivons aussi à baisser les dépenses de fonctionnement, ce qui prouve que voilà, par un travail de réorganisation de nos services, de meilleure organisation, nous arrivons à baisser les dépenses de fonctionnement sans toucher
aux services apportés à la population, ce qui nous permet de, évidemment, pouvoir investir, de pouvoir dégager des marges de manœuvre en investissement. Et comme ça a été rappelé tout à l'heure, le fait qu'on ait désendetté la ville depuis 2020 de plus de 3 millions d'euros nous permet aussi de déclencher un emprunt important cette année qui nous permettra de financer les travaux de métamorphose du centre-ville. Donc voilà les principaux enseignements de ce rapport d'orientation budgétaire. Je sais qu'il y a d'autres collectivités qui ont fait le choix d'augmenter les prix des repas à la cantine, d'augmenter les impôts, de couper l'éclairage public la nuit. Nous avons fait le choix d'une gestion rigoureuse et sans toucher à certains services apportés à la population et sans toucher au pouvoir d'achat de nos habitants qui est évidemment impacté aujourd'hui par le contexte national inflationniste. Avant de prendre acte de la tenue de ce débat d'orientation budgétaire, je voudrais remercier évidemment ma première adjointe pour son travail, l'ensemble des élus de cette majorité municipale pour leur engagement au quotidien. Un merci aussi à notre directeur général des services, dont je sais que les derniers mois ont été forts et intenses avec la préparation du retrait de notre ville du CIVOM de la communauté du Bruizy. Bien évidemment, notre service finance qui a été beaucoup mobilisé ces dernières semaines dans la préparation de ce rapport d'orientation budgétaire et évidemment aussi l'ensemble des services de la ville qui sont mobilisés au quotidien pour satisfaire les habitants de Bruy-la-Bussière. Y a-t-il d'autres interventions sur ce rapport d'orientation budgétaire? Non. Donc je mets au vote la délibération qui prend acte de la présentation de ce rapport d'orientation budgétaire auprès du conseil municipal. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Elle concerne l'abrogation de la délibération numéro 11 du conseil municipal du 3 décembre 2022 relative au transfert de garantie d'emprunt accordé à la SIA d'Habitat vers Axantia pour le prêt 724-762V consenti par le Crédit foncier de France. Et le Crédit foncier de France ne peut valider la délibération reçue. En effet, l'absence de la clause mentionnant que la commune s'engage à se substituer à Axantia en cas de non-paiement en renonçant au bénéfice de discussion a entraîné son refus. Il est proposé d'abroger la délibération numéro 11 du conseil municipal du 3 décembre 2022 relative au transfert de la garantie d'emprunt accordée à la SCA Habitat vers Axantia. Je vous remercie. Merci. Je me vote. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Il s'agit du transfert de garantie d'emprunt accordé à la SCA Habitat vers Axantia pour le prêt 724-762V consenti par le Crédit foncier de France. Et en date du 13 avril 2021, la commune a accordé sa garantie d'emprunt à la SCA Habitat pour le remboursement du prêt pour le financement de son parc médico-social. Et la SCA Habitat est amenée à céder à compter du 31 mars 2023 son parc médico-social à Axantia, entreprise sociale de l'habitat. Il est précisé que la garantie est accordée pour le montant et la durée résiduelle totale du prêt au 31 mars 2023 jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuelles dues par Axantia dont il ne serait acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification par lettre simple du Crédit foncier de France, la commune s'engage à se substituer à Axantia pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. C'est une demande d'abrogation de la délibération numéro 10 du conseil municipal du 3 décembre 2022 relative au transfert de garantie d'emprunt accordé à la SCA Habitat vers Axantia pour le prêt 944-731 consenti par la Caisse des dépôts et consignations. Et la Caisse des dépôts et consignations ne peut valider la délibération transmise. Et en effet, l'absence de la clause mentionnant que la commune s'engage à se substituer à Axantia en cas de non-paiement en renonçant au bénéfice de discussion a entraîné son refus. Il est proposé d'abroger la délibération numéro 10 du 3 décembre 2022 relative au transfert de garantie d'emprunt accordé à la SIA Habitat vers Axantia. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Il s'agit du transfert de garantie d'emprunt accordé à la SIA Habitat vers Axantia pour le prêt numéro 944-731 consenti par la Caisse des dépôts et consignations. Et en date du 23 mai 2001, la commune a accordé sa garantie d'emprunt à la SIA Habitat
pour le remboursement du prêt consenti par la Caisse des dépôts et consignations pour le financement de son parc médico-social. Par souci de garantir le maintien de ses orientations et valeurs de solidarité, la SIA Habitat est amenée à céder à compter du 31 mars 2023 son parc médico-social à Axantia, entreprise sociale de l'habitat. Il est précisé que la garantie est accordée pour le montant et la durée résiduelle totale du prêt au 31 mars 2023 jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par Axantia dont il ne serait acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la commune s'engage à se substituer à Axantia pour son paiement en renonçant bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Elle concerne l'admission en non-valeur de produits irrécouvrables de créances d'impayés. Et cela concerne le premier bordereau de situation et il s'élève à 612,90 € et cela concerne un impayé TLPE. Le second bordereau de situation s'élève à 16 652,87 € au titre de loyer et quote-part de taxes foncières. Et est proposé au Conseil municipal d'autoriser l'inscription des crédits au compte 6542 du BP 2023 et l'émission des mandats correspondants pour le montant total des créances irrécouvrables. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Jean-Pierre Pruvot. Bonsoir à toutes et à tous. La délibération suivante concerne une mise en œuvre de la protection fonctionnelle. S'agissant de menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique, donc à l'occurrence notre police municipale. Conformément aux articles L134-1 à 12 du Code général de la fonction publique, la collectivité est tenue de protéger ses agents qui, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ont été victimes des éléments suivants. Alors, la première série, il s'agit de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer le préjudice susceptible d'en être résulté. La deuxième série, il s'agit de condamnations civiles ou pénales dont ils peuvent être l'objet en cas de faute de service. Bon, il est bien entendu qu'ici, il ne s'agit pas de faute de service. 3 agents de la police municipale ont été victimes de faits répréhensibles suivants. Menace de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique commise le 21 septembre 2021. Par courrier en date du 19 octobre 2021, les agents ont effectué une demande de mise en œuvre de protection fonctionnelle. Les faits reprochés sont liés à l'exercice des fonctions. Cette protection consiste à prendre en charge les frais d'avocat des agents et de permettre la réparation des préjudices matériels, corporels, financiers ou moraux. Au regard des faits existants, les agents n'ont pas commis de faute personnelle, pouvant mettre en cause leur droit à bénéficier de la protection fonctionnelle. Monsieur le maire a donc accordé la protection fonctionnelle à ces 3 agents. Par jugement en date du 31 mai 2022, l'auteur a été reconnu coupable des faits reprochés et a été condamné à verser à chacun des 3 agents la somme de 400 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour les faits commis. L'auteur des faits est à ce jour sans ressources. Il appartient donc à la collectivité de prendre en charge le versement des dommages et intérêts aux 3 agents de la police municipale. Charge à la collectivité de se retourner ensuite contre le tiers responsable afin de récupérer les sommes versées. Merci. Je mets au vote cette délibération. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Jean-Pierre Pruvot. La délibération suivante est la même procédure que la question précédente. Il s'agit de mettre en œuvre la protection fonctionnelle et elle concerne des faits qui se sont passés le 30 septembre 2022. Et par courrier du 24 novembre 2022, les agents ont effectué une demande de mise en œuvre de cette protection fonctionnelle.
Les faits reprochés sont liés à l'exercice de leur fonction d'agent municipal. Cette protection consiste donc à prendre en charge les frais d'avocat des agents et de permettre la réparation des préjudices matériels, corporels, financiers ou moraux. Par jugement en date du 25 novembre 2022, l'auteur a été reconnu coupable des faits reprochés et condamné à verser à chacun des deux agents concernés la somme de 800 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour les faits commis. L'auteur des faits est à ce jour sans ressources. Il appartient donc à la collectivité de prendre en charge le versement des dommages et intérêts à nos deux agents de la police municipale. Charge à la collectivité ensuite de se retourner contre le tiers responsable afin de récupérer les sommes versées. Merci. Je mets au vote cette délibération. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Délibération suivante. Fabrice Mazel. Oui, merci Monsieur le maire. Donc il s'agit de la fixation de tarifs pour les centres sportifs et activités du service des sports. La ville de Bruay-la-Bussière a décidé de mettre en place, via son service des sports, des centres sportifs pour l'année 2023 ainsi que des activités tout public. Il est donc nécessaire de fixer les tarifs pour ces activités. Les centres sportifs se dérouleront durant les périodes de vacances scolaires. Les activités sportives tout public, quant à elles, auront lieu en dehors des vacances scolaires. Les montants suivants sont proposés. Les centres sportifs à la semaine, tarif bruésien et la Bussiérois 30 €, tarif extérieur 60 €. Activités sportives tout public, cotisation annuelle, tarif bruésien et la Bussiérois 30 €, tarif extérieur 60 €. Merci. Merci. J'en profite pour remercier le service des sports pour les centres sportifs qui ont déjà été organisés lors des précédentes vacances scolaires et qui ont connu un grand succès. Je me vote cette délibération. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, modification du tableau des effectifs. Donc il s'agit dans le cadre des suites de la campagne d'avancement 2022. Donc il est proposé dans cette délibération de supprimer 13 postes et d'en créer 11. 2 postes avaient été créés en décembre 2022 sans contrepartie. Deuxième sujet aussi, dans le cadre en fait du retrait donc, de la ville de Bruay-la-Bussière du CIVOM de la communauté du Bruay au 1er avril 2023, il est nécessaire donc de reprendre ses compétences et de créer donc 36 postes qui correspondent aux postes aux agents qui seront transférés du CIVOM de la communauté du Bruay vers la ville de Bruay-la-Bussière, sous réserve évidemment de l'arrêté préfectoral de sortie de la ville de Bruay-la-Bussière du CIVOM. Donc voilà, vous avez le détail de ces postes dans la délibération. Je mets au vote cette délibération. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Délibération suivante. Jean-Pierre Pruvot. Il s'agit de la mise en œuvre de mesures visant à réduire les emballages abandonnés sur la voie publique et elle concerne une signature d'une convention avec le restaurant McDonald's de la Porte Nord. Depuis plus de 20 ans, McDonald's s'est engagé dans la lutte contre les emballages abandonnés sur la voie publique et dans la nature en réduisant la quantité, le poids et la taille des emballages fournis. Compte tenu de la nécessité d'un partenariat entre les différents acteurs concernés par la lutte contre les incivilités d'abandon des déchets sur la voie publique et dans la nature, la ville de Bruay-la-Bussière souhaite également s'engager aux côtés de McDonald's pour intensifier sa politique en matière de propreté urbaine et d'améliorer le cadre de vie. Il s'agit pour la ville d'examiner ou de modifier le plan d'implantation des corbeilles, des poubelles et des conteneurs publics si des dépôts de déchets sauvages sont manifestement observés sur le domaine public dans un rayon de 300 mètres autour du restaurant. La commune continue de mettre à disposition des citoyens un moyen de contacter les services municipaux afin de les alerter de la saturation des poubelles ou d'alerter sur la présence de déchets abandonnés sur le domaine public, notamment grâce à l'application BLB Connect. La convention entre McDonald's et la ville de Bruay-la-Bussière prendra effet à compter de la date de signature par les parties jusqu'au 31 mars 2025. Elle sera renouvelée tacitement tous les ans et pourrait être dénoncée par l'une des parties.
Merci beaucoup. J'en profite pour remercier les services de la ville qui sont mobilisés pour la propreté de notre ville. C'est très important pour nous et toutes les initiatives sont bonnes pour justement lutter contre les déchets sur la voie publique. Je mets aux voix cette délibération. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Émilie Baumard. Par délibération en date du 14 décembre 2022, la ville de Bruay-la-Bussière a acté de son retrait du CIVOM de la communauté du Bruésy au 31 mars 2023. À ce titre, la ville de Bruay-la-Bussière se voit restituer des compétences transférées jusqu'alors. Sous réserve de l'arrêté préfectoral actant de la sortie de la ville de Bruay du CIVOM de la communauté du Bruésy, les compétences insertion, repas à domicile et relais petite enfance seront reprises par le CCAS à compter du 1er avril 2023. Ainsi, le regroupement du service insertion solidarité, du service portage des repas à domicile et du service relais petite enfance favorisera la complémentarité des métiers de l'aide et du soin pour assurer la continuité et l'efficacité de l'accompagnement à domicile et ainsi mettre le bénéficiaire au cœur de sa demande. Le service portage des repas est un service à la personne organisé par les collectivités territoriales chargées de la livraison de plateaux repas aux personnes âgées nécessitant une aide au repas, que cette aide soit ponctuelle ou régulière. Le service insertion solidarité est chargé du suivi des publics éloignés de l'emploi pour lesquels les difficultés sociales constituent un obstacle. La mission des référents solidarité consiste à accueillir et informer le bénéficiaire, établir un diagnostic et une évaluation de sa situation sociale et professionnelle, mettre en place un plan d'accompagnement personnalisé, assurer les relations avec les partenaires de l'insertion. Le service relais petite enfance, un service qui accompagne dans leur quotidien les enfants, leurs parents et les assistants maternels de la commune agréés par le conseil départemental. La mission du service est de simplifier la vie pour toute question d'ordre administratif concernant la relation employeur-salarié. La gestion de ces services pourra être assurée par le biais du Centre communal d'action sociale en application de l'article L123.5 du Code de l'action sociale et des familles. Pour l'accomplissement de ces missions et compétences, il sera effectué pour un transfert d'agents dédiés, 4 agents pour le service insertion solidarité, 1 agent pour le service relais petite enfance et 1 agent pour le portage des repas à domicile et autres missions. Il est donc proposé de procéder à compter du 1er avril 2023 au transfert du service insertion solidarité, du service portage des repas à domicile et du service relais petite enfance au CCAS de Bruay-la-Bussière, sous réserve de l'arrêté préfectoral actant de la sortie de la ville de Bruay-la-Bussière du CIVOM, de la communauté du Bruésy. Merci. Pas de questions, je mets au vote. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Convention de mutualisation entre la ville de Bruay-la-Bussière et le CCAS. Le CCAS est un établissement public administratif communal. Il anime une action générale de prévention et de développement social en liaison avec les institutions publiques et privées, conformément aux articles L123.4 et suivants du Code de l'action sociale et des familles. Dans le respect de l'autonomie du CCAS et dans l'intérêt d'une bonne organisation de ses services, la ville de Bruay-la-Bussière s'engage toutefois à apporter au CCAS, pour certaines fonctions, son soutien et son expertise. Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de mettre à disposition les services de la ville et de formaliser par une convention la nature des liens existants entre les deux administrations avec pour objectif de dresser l'étendue et la nature des concours apportés par la ville de Bruay au CCAS. Le Centre communal d'action sociale bénéficiera donc du support régulier des services de la ville pour l'exercice des fonctions qui contribuent à son fonctionnement quotidien. Pour les ressources humaines, pour les finances, pour le contrôle de gestion et la commande publique, pour les affaires juridiques, l'informatique et l'NTIC, pour les techniques, patrimoine et bâti, parc automobile, pour la reprographie et la communication, ainsi que les archives. Financièrement, les différents concours en nature des fonctions support prévus au titre de la Convention seront apportés par la ville au CCAS à titre gracieux. Néanmoins, le CCAS présentera chaque année le bilan financier et une évaluation de la subvention d'équilibre pour l'année en cours. Je vous remercie. Merci.
Je me vote cette délibération. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il s'agit de l'abrogation de la délibération numéro 11 du Conseil municipal du 8 février 2023 portant sur la signature du protocole d'accord portant sur le retrait de la commune de Bois-la-Bussière avec le CIVOM de la communauté du Brouésy. Par courrier en date du 27 février 2023, le président du CIVOM de la communauté du Brouésy a sollicité le maire de la ville de Bois-la-Bussière afin de modifier 2 noms dans la convention dans le cadre du transfert de personnel du CIVOM de la communauté du Brouésy suite au retrait de la ville de Bois-la-Bussière par un autre agent. Il convient donc d'abroger la délibération numéro 11 du Conseil municipal en date du 8 février 2023. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Très chers collègues, comme vous le savez, la commune de Bois-la-Bussière a sollicité son retrait du CIVOM de la communauté du Brouésy dans le cadre d'une procédure de droit commun à l'amiable à compter du 1er avril 2023. Ce qu'a expressément autorisé le comité syndical du CIVOM de la communauté du Brouésy, ainsi que la majorité des conseils municipaux des communes membres. Cette délibération fait suite à l'abrogation de la précédente. En effet, le président du CIVOM de la communauté du Brouésy a sollicité Monsieur le maire pour modifier 2 noms. Monsieur le maire a donné son accord de principe sous réserve de l'avis favorable du comité syndical du comité social territorial qui a donné un avis défavorable lors de sa réunion du 13 mars dernier. Pour rappel, le retrait d'une commune d'un EPCI à fiscalité non propre peut donner lieu à un accord sur la répartition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires entre l'EPCI et la commune se retirant de celui-ci. À défaut d'accord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai de 3 mois à compter de la restitution des compétences, le représentant de l'État dans le département fixe cette répartition par arrêté. Dès lors, et considérant qu'un accord de principe a été trouvé avec le CIVOM de la communauté du Brouésy sur la reprise de 36 ETP par la commune de Bois-la-Bussière, Monsieur le maire sollicite l'accord du conseil municipal pour signer la dite convention de répartition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires, ainsi que d'approuver les conditions de celle-ci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc une fois que nous aurons délibéré, nous allons signer la convention entre la ville de Bois-la-Bussière et le CIVOM de la communauté du Brouésy de répartition des agents. Et maintenant, nous attendons évidemment l'arrêté préfectoral de sortie, puisque le nombre de communes nécessaires pour permettre à Bois-la-Bussière de sortir du CIVOM a été atteint par le vote des différentes assemblées des différents conseils municipaux. Donc maintenant, voilà, nous sommes en attente de la décision préfectorale et de l'arrêté du préfet. Je me vote cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Je vous remercie pour votre présence à cette séance du conseil municipal. Chacun aura pris note, et je pense que c'est un fait unique dans une commune de plus de 20 000 habitants, que l'opposition municipale n'était ni présente pour débattre sur le rapport de la Chambre régionale des comptes, ni présente pour débattre sur le rapport d'orientation budgétaire. Dont acte. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous le 5 avril pour le vote du budget primitif 2023. Merci beaucoup. Bonne soirée.